Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se joignent encore à nous, donc on va commencer tranquillement, mais on veut vous libérer aujourd'hui avant 10 heures, donc on va commencer le contenu. Merci d'être avec nous ce matin. C'est le dernier webinaire de notre série sur la jeunesse. On vous présente les résultats de notre étude Jeunesse 2022. Peut-être que ça fait 3 webinaires que vous êtes avec nous, peut-être que c'est le premier. Donc, dans tous les cas, bienvenue. Je vais quand même répéter quelques petites instructions pour tout le monde à ce moment-ci pour le webinaire. Donc, suivant la présentation d'aujourd'hui, vous allez recevoir par courriel l'enregistrement de ce webinaire-ci. Donc, non pas la présentation PowerPoint, mais bel et bien l'enregistrement. Non seulement vous allez recevoir celui-ci d'aujourd'hui, mais également ceux qui ont eu lieu précédemment. Donc, le premier sur la citoyenneté et le deuxième sur la consommation. Mais en plus, vous allez recevoir cet après-midi par courriel le rapport gratuit de l'étude jeunesse. Donc, c'est une trentaine de pages qui va encore plus en détail de qu'est-ce qu'on vous a présenté dans les conférences précédentes. Vraiment un document à conserver, à partager avec vos collègues à l'intérieur de votre entreprise. Donc, tout ça va être envoyé par courriel, mais également disponible sur notre site web. Si jamais vous avez des questions pendant la présentation, on va les prendre à la toute fin. Donc, on a environ 30-35 minutes de contenu ensemble, puis une quinzaine de minutes de questions. Sur la droite de votre écran, vous avez une petite boîte qui s'appelle questions. Donc, simplement écrire vos questions, puis Philippe et moi, nous allons les prendre à la fin de la présentation. Donc, on est déjà plus qu'une centaine et je vois que ça monte depuis le début. Donc, on va commencer tout de suite la présentation. Aujourd'hui, on vous parle du jeune travailleur en 2022. Donc, on vous présente des résultats sur le marché du travail, la perception des jeunes face au marché du travail. Je m'appelle Sarah Motet, je suis directrice marketing chez Léger et je suis accompagnée de Philippe aujourd'hui. Bonjour tout le monde, donc c'est le troisième webinaire en 3 semaines. On est très content de vous présenter les résultats aujourd'hui sur le jeune travailleur. On le sait, cette présentation, c'est probablement elle qui est le plus attendue avec la pénurie de main-d'œuvre, avec les entreprises qui s'arrachent un peu les jeunes talents. Donc, on a très hâte de vous montrer les résultats. Absolument. Puis cette présentation-là, bien évidemment, on vous la présente aujourd'hui en français, mais elle est présentée également cet après-midi en anglais partout dans le reste du Canada. Donc, si ça peut intéresser certains de vos collègues, cette présentation-là a lieu à midi, heure de Montréal. Et donc, partons tout de suite dans le contenu, Philippe, avec l'approche méthodologique de cette étude, parce que, évidemment, on est une firme de sondage, on ne peut pas passer sous silence la méthodologie. Donc, on a sondé, en fait, l'étude jeunesse, c'est une étude qui est vraiment vaste, qui est robuste. On a sondé plus de 3000 jeunes au travers du Canada, donc 2000 milléniaux, 1000 membres de la génération Z. Puis, on vous a également laissé les paramètres de cet échantillon-là. C'est très intéressant de voir que, par exemple, 16 s'identifient à la communauté LGBTQ2S+, 43 se définissent comme religieux, 25 comme une minorité visible, pardon. Et puis, au niveau de la langue, bien évidemment, on sépare 20 par le français à la maison, 64 l'anglais, 16 autres. Donc, c'est pour vous montrer la complexité de cet échantillon-là, mais également le fait qu'il est très vaste, très robuste. 3000 jeunes, 3000 personnes au Canada, c'est un bon échantillon. Donc, avant de vous parler de qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'entreprise pour pouvoir retenir les jeunes, on veut mettre la table quand même, vous faire une petite mise en contexte. On va vous parler de ce que vous pouvez faire comme action concrète, oui, pour pouvoir les fidéliser, mais également de la perception des jeunes face à vos entreprises, face au marché du travail actuel, face au modèle traditionnel du travail également. On le sait tous, je pense, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Si vous êtes en train de recruter en ce moment dans vos entreprises, en fait, je dis si, mais probablement que vous êtes en train de recruter dans vos entreprises en ce moment. Vous le savez, c'est difficile, c'est long avant de trouver des bons talents. Et puis, non seulement ça, mais évidemment, le monde du travail est bouleversé depuis les 2 dernières années en raison de la pandémie. On a dû s'adapter très, très vite à un mode de travail qui était différent, le télétravail. Et puis, et toutes ces raisons-là ont propulsé finalement les jeunes vers le désir de flexibilité au travail. Puis c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui dans la présentation. Bon, la première chose, c'est une diapositive qu'on a vue dans les 2 premières présentations, mais il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là durant les 2 premières présentations, donc c'est inévitable, indispensable de vous la montrer. C'est la première fois sur le marché du travail qu'il y a 4 générations qui cohabitent ensemble. La génération du baby boom en 1945-1964 qui quitte de plus en plus vers la retraite.
On va y revenir, mais c'est un peu cette raison-là, une cohorte assez large de personnes qui quittent vers la retraite et qui crée une certaine pénurie de main-d'œuvre. La génération X entre 1965 et 1980 et la génération des milléniaux et la génération Z, qui sont nos deux groupes d'âge qu'on analyse aujourd'hui, qu'on essaie de disséquer pour savoir véritablement c'est quoi leurs besoins au travail. La génération des milléniaux, c'est entre 1981 et 1996 et la génération Z entre 1997 à 2010. Donc, la génération Z fait tranquillement son entrée sur le marché du travail, mais on voit déjà qu'ils ont des besoins, des désirs qui ressemblent à bien des égards à celles des milléniaux. Donc, on a véritablement la cohorte d'âge du baby boom qui quitte de plus en plus la vie active pour être remplacée de plus en plus par l'autre grosse cohorte d'âge, les milléniaux, et la génération Z qui arrive. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui, parce qu'il y a un phénomène de génération derrière. La pyramide des âges s'inverse de plus en plus. Et bon, une petite diapositive de contexte. Si vous croyez que la pénurie de main-d'œuvre, que vous recherchez les talents, ben, ce sera à court terme, ben, je vous annonce que non. Les projections annoncent que d'ici 2028, il y aura 1,4 million de postes à pourvoir et 80 de ces postes à pourvoir proviennent de départ à la retraite. Donc, c'est véritablement une grosse cohorte, la cohorte du baby boom qui quitte de plus en plus et donc et qui est remplacée par la jeune cohorte qui, elle, est en demande. La compétition se l'arrache. Donc, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de véritablement comprendre qu'est-ce qu'ils veulent au travail. C'est quoi leur désir? Comment les fidéliser? Comment les maintenir? Comment les attirer? Donc, c'est véritablement ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et en conséquence, la population active de 2021 à 2030, donc la population qui est sur le marché du travail, 64 à 60,4 Ça explique véritablement ce qu'on voit aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre, la compétition qui cherche à attirer les jeunes employés. C'est aussi pour cette raison qu'on parle de travail et la relation des jeunes avec le travail. C'est essentiellement en raison de cette diapositive-là. Bon, la première chose, le premier constat que nous, on fait dans notre étude sur le travail et les jeunes, la relation des jeunes au travail, c'est qu'on s'aperçoit rapidement que les jeunes milléniaux et les jeunes Z sont véritablement indépendants de leur employeur. Quand on leur demande, est-ce que vous pensez que votre employeur dépend davantage de vous que l'inverse? Est-ce que c'est l'employeur qui dépend de l'employé ou c'est l'employé qui dépend de l'employeur? Il y a 64 des travailleurs Z et milléniaux qui estiment que leur employeur dépend davantage d'eux que l'inverse. Ça, c'est une statistique qui est inédite. On n'a jamais vu ça, autant de travailleurs d'une génération qui pensent que véritablement, mais c'est leur employeur qui dépend d'eux, qui dépend de leur force de travail. Et 66 ça ne fait qu'en renforcer la première statistique, qui estiment trouver un nouvel emploi facilement s'ils perdaient leur emploi du jour au lendemain. Donc, pour un jeune sur le marché du travail, il voit véritablement que si son emploi ne lui convient plus en termes de conditions de travail, en termes de salaire, ben, lui, dans sa tête, ce qu'il se dit, c'est ben, je vais trouver quelque chose ailleurs assez rapidement, facilement. Donc, 2 jeunes sur 3 qui disent bon, moi, je vais trouver un emploi facilement si j'en venais à perdre mon emploi. Donc, véritablement, il est indépendant, il est affranchi complètement de son employeur. Ça nous amène à dire que le rapport de force est dorénavant à l'avantage du salarié plutôt que de l'employeur. Et comme organisation, comme entreprise, vous devez comprendre cet état d'esprit-là des jeunes si vous voulez avoir des meilleures relations avec vos jeunes employés pour les maintenir un peu plus longtemps. Si vous étiez avec nous dans les conférences précédentes, ce diagramme-là ne vous est pas inconnu. En fait, on l'a utilisé précédemment pour vous montrer que le parcours du jeune n'est plus linéaire, il est plutôt zigzagué, il est plutôt entrecoupé. Eh bien, ça se répercute également, cette espèce de zigzag, sur leur mode de travail, sur le monde du travail, sur comment est-ce qu'ils travaillent. On voit véritablement auprès des jeunes un désir d'éclatement des heures de travail. Donc, par exemple, ça ne sera pas une journée de 9 à 5 dans un bloc qui est plutôt traditionnel. On va l'entrecouper d'activités. Donc, on a fait un petit exemple ici. L'entraînement le matin, aller travailler quelques heures par la suite. Sur l'heure du midi, je m'en vais écouter 30 minutes, 1 heure de Netflix. J'ai un 5 à 7. Je retourne travailler par la suite en soirée. Et c'est définitivement quelque chose qui va revenir partout dans la présentation. Les jeunes recherchent de la flexibilité auprès de leurs heures de travail. Ils veulent s'éloigner du modèle traditionnel, donc du 9 à 5 qu'on connaît déjà. Et puis, ils se disent également, si on a accepté le travail à distance, le télétravail aussi rapidement dans les 2 dernières années, bien, la prochaine étape, c'est d'accepter d'avoir des heures qui sont flexibles également. Puis, on va vraiment rentrer en détail de qu'est-ce que ça veut dire pour eux, cette flexibilité-là, dans la présentation.
Il y a véritablement un mythe qui s'est un peu développé alentour de cette diapositive-là, que les jeunes travaillaient moins. Mais quand on regarde les différentes études, les différents sondages, nous, qu'on va avoir à l'interne, ce qu'on remarque, c'est que les jeunes travaillent autant que les autres générations, même parfois un peu plus, mais beaucoup plus morcelés. Voilà. Puis c'est un bon Alors, point, Philippe, je m'excuse, je veux pas t'interrompre, mais au niveau du travail à distance également, c'est un mythe qu'on avait avant qu'il soit imposé en raison de la situation actuelle, là. On pensait que les gens qui travaillaient de la maison, ben, ils travaillaient pas vraiment, puis c'était vraiment une faveur finalement de travailler de la maison. ouais. Puis on s'est rendu compte rapidement que, eh bien non, finalement, on travaille puis on est performant. Donc, quand on parle de répercuter l'espèce de modèle de travailler à distance, de pouvoir avoir des heures flexibles, morcelées, c'est un peu vers ça où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Toujours vis-à-vis de leur perception du marché du travail, on s'aperçoit également qu'ils sont plus mobiles à l'emploi. Plus mobiles, moins fidèles. 48 ne veulent pas faire carrière à l'endroit où ils travaillent présentement. Donc, dans notre sondage, il y a un jeune sur deux qui, dans l'entreprise auquel il travaille à temps plein, des travailleurs se disent, ben, moi, c'est pas nécessairement l'entreprise auquel que je veux travailler, que je veux faire carrière, mais ça m'amène, ce que l'entreprise m'amène à court terme, je l'aime. Donc, je vais rester ici pour le moment. Mais vous devez comprendre que la majorité de votre force de travail qui est âgée, qui fait partie de la génération des milléniaux, de la génération Z, ils ne vont pas véritablement travailler à long terme chez vous. Donc, la question pour vous, pour les organisations, c'est comment les fidéliser, comment leur faire comprendre, bien, chez nous, dans l'entreprise, il y a moyen de faire carrière pour diminuer cette infidélité à l'emploi des jeunes. Quand on regarde leur nombre d'emplois occupés au courant de leur vie, on sait, on revient à la première diapositive, les milléniaux sont environ 10-15 ans plus jeunes sur le marché du travail que la génération X, mais quand on regarde, leur nombre d'emplois occupés est essentiellement le même. Un petit peu plus chez les milléniaux quand on va regarder les statistiques même. Donc, on voit véritablement, même si la génération est beaucoup plus jeune, on voit que le nombre d'emplois a beaucoup augmenté chez les milléniaux comparativement aux X. Ça revient essentiellement à l'éclatement du modèle du travail, que Sarah faisait référence au niveau micro dans leur vie en tous les jours, mais aussi au niveau macro. Que bon, le travail va bouger beaucoup plus. On va être beaucoup plus actif sur le milieu du travail en termes d'emploi occupé. La compétition change de visage. Bien sûr, c'est accentué par la COVID-19. On remarque beaucoup dans nos sondages, dans nos études, des changements de trajectoire chez les jeunes Z et les jeunes milléniaux. Ça va s'exprimer d'une manière différente. Par exemple, chez les milléniaux, ce qu'on va voir, c'est beaucoup de réorientation professionnelle. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est pas nécessairement que le millénial va aller travailler chez le concurrent, mais va probablement entrer en rupture complètement avec son industrie dans laquelle il travaille. Donc, il va changer d'industrie. Et donc, la compétition pour les organisations, la conséquence à ça, c'est que la compétition se diversifie et elle est beaucoup plus large. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de maintenir les jeunes travailleurs. Et, 40 par exemple, des milléniaux estiment que leur vie professionnelle a changé de trajectoire en raison de la COVID-19. Et chez les Z, ce qu'on va voir, c'est beaucoup de jeunes surtout à l'université, ceux qui faisaient leur entrée sur le marché du travail, vont décider de se réorienter au niveau scolaire, donc vont changer de plan de carrière au niveau scolaire dans sa formation. Donc, on voit véritablement que la COVID a amené des changements de trajectoire assez importants chez les jeunes Z et chez les jeunes milléniaux. Absolument. Puis la perspective court terme, c'est définitivement quelque chose qu'on ressort également de l'étude. Regardons rapidement les chiffres qu'on a devant nous avant. Aimez-vous votre emploi actuel? On leur a posé la question. 75 disent oui. Bon, parfait. C'est pas si mal. Cependant, avez-vous l'intention de quitter votre emploi dans la prochaine année? 25 vont dire oui. Et ça augmente dans la tranche d'âge des 29 à 29 ans. 30 disent oui. Donc, c'est une perspective qui est extrêmement court terme. Et pour vous, comme entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez avoir des étapes claires pour ces jeunes-là. Le jeune n'est pas intéressé à savoir c'est quand que je vais retirer mon régime de retraite dans 30 ans. C'est trop loin. Cependant, moi, je veux savoir, c'est quand ma prochaine augmentation de salaire? Est-ce que c'est dans 1 an? Est-ce que c'est dans 6 mois? C'est quand mon prochain gros projet? C'est quand que je vais pouvoir travailler dans un autre département? On doit vraiment cadrer le jeune en tant qu'entreprise, en tant que département des ressources humaines, en tant que gestionnaire, le jeune à court terme. Et c'est essentiel. On va y revenir plus tard, là, mais les incitatifs court terme également ont vraiment la cote. Vous allez le voir, on parle pas de régime de retraite, malheureusement. On parle plutôt d'incitatifs court terme qui leur servent tout de suite, immédiatement maintenant, comme un abonnement au gym qui est payé, comme du transport qui est payé, là, une passe de métro qui est payée. Et c'est le mindset, si je peux dire, l'état d'esprit dans lequel le jeune se trouve. Comment est-ce que l'entreprise peut m'aider ici et maintenant?
Ben, c'est essentiel, ça revient à la statistique vue plus tôt. Quand 48%, environ un jeune sur deux, ne se voit pas faire carrière dans l'entreprise dans laquelle il travaille, ce qu'il va rechercher dans l'entreprise dans laquelle il travaille, ben, c'est des incitatifs à court terme parce qu'il ne se voit pas à long terme. Donc, l'autre aspect qui est assez important de notre sondage, c'est qu'il y a une certaine méfiance des jeunes Z et de la génération des milléniaux envers les grandes entreprises. Quand on regarde, par exemple, la confiance qu'ils ont envers les grandes entreprises privées et publiques, on remarque que c'est 31% seulement qui leur font confiance. Donc, on n'a pas véritablement que l'impression que les grandes entreprises leur permettront d'avancer dans leur vie de tous les jours et changent véritablement la société pour le mieux. On va revenir un peu plus tard. Et donc, leur reproche qu'ils font essentiellement aux grandes entreprises, c'est que les structures sont trop lourdes, pas assez agiles, c'est très hiérarchique au niveau, c'est très vertical, le manque de considération pour leurs employés, une possibilité d'avancement qui est difficile, il n'y a pas l'impression de changer des choses. Ça revient un peu à la première présentation qu'on a faite sur 2 semaines sur la méfiance envers les institutions. C'est un peu cet état d'esprit-là qui exprime les jeunes. Si vous, aujourd'hui, vous faites partie d'une grande organisation, vous travaillez par exemple, dans une grande institution bancaire, par exemple, votre mission avec le jeune, c'est de leur faire comprendre que, ben, par travailler chez entreprise X, Y, Z, ben, vous changez les choses, vous être considéré, vous avez des avantages à travailler dans ces grandes structures-là. Il faut les convaincre, il faut les faire comprendre que c'est pas seulement c'est pas seulement des structures qui sont lourdes dans les grandes entreprises. Voilà. Qu'ils ne sont pas seulement un numéro. Voilà. C'est vraiment ça qu'on ressort de cet apprentissage-là. Et quand on regarde la question, peu importe l'emploi que vous occupez présentement, dans quel type d'entreprise souhaiteriez-vous le plus travailler? Bon, c'est assez divisé entre les différentes entreprises, mais ce qu'on remarque, moi, je vous amène à en gris, 23% estiment qu'ils aimeraient travailler. Leur entreprise idéale, ce serait une petite et moyenne entreprise privée, donc une PME, une start-up. 23%, c'est en augmentation comparativement aux autres années. Donc, il y a véritablement un désir chez les jeunes de travailler dans ces petites entreprises-là qui sont agiles, qui sont flexibles, on va y revenir, mais qui sont extrêmement flexibles, et même chose comme travailleurs autonomes. Donc, mais il y aura toujours un réservoir de jeunes qui voudraient travailler encore dans les entreprises privées, dans les entreprises publiques. L'enjeu pour vous, c'est de les convaincre que vos organisations répondent à leurs besoins. On vient de vous parler de la situation actuelle, on a mis la table et de ce que veulent les jeunes au travail, le rejet du modèle traditionnel notamment. On va pas vous laisser avec ça, ce serait bien plate. On va vous dévoiler les résultats de ce qui les ferait rester au sein de l'entreprise, vous donner des conseils un petit peu plus précis, à quoi est-ce qu'ils tiennent et surtout, c'est quoi leurs points sensibles. D'ailleurs, ça m'amène sur notre prochaine diapositive. On leur a posé la question, quels sont les avantages les plus alléchants qu'une entreprise pourrait vous offrir? Regardons d'abord les 2 premiers points. Un bon salaire, une sécurité d'emploi et des avantages sociaux. Pas de surprise là, c'est quelque chose qu'on voit dans toutes les générations. On travaille pour gagner de l'argent, c'est assez simple, puis ça reste au top de la pyramide pour des raisons qui sont évidentes. Cependant, on attire votre attention sur les 3 points qui suivent, qui là, ça diffère totalement d'une génération à l'autre. En fait, c'est des préoccupations de la génération Z et des milléniaux. D'abord, un horaire flexible ou un horaire que vous pouvez décider à 57%. Un environnement de travail sain et à l'écoute à 36%. Une bonne conciliation entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, évidemment, tout ça se rattache avec l'écoute, avec l'environnement de travail sain, avec la flexibilité des horaires. Tout ça fait du sens ensemble à 33%. Et puis, nous, on leur proposait une longue liste de choix. Donc, c'était pas simplement de classer ces 5 choix-là. Et c'est ce qui ressort définitivement, c'est la flexibilité. Les jeunes vont pas réinventer la roue pour ce qui est du salaire puis de la sécurité d'emploi, comme on vous dit. Ça va de soi. Ça se transmet de génération en génération. C'est le but même du travail. Cependant, de nouvelles préoccupations émergent, le bonheur au travail, la santé au travail, un environnement de travail qui est sain et qui peuvent contrôler. On va, si vous devez retenir une seule slide de cette présentation-là, j'aime bien dire ça, si vous devez repartir avec une seule information, ça va être le mot flexibilité. Je pense qu'on va le répéter environ 50 fois dans les prochaines diapositives. Cependant, on ne veut pas juste vous dire vous devez être flexible. On va vraiment le décortiquer. Qu'est-ce que ça veut dire la flexibilité? La flexibilité d'horaire, la flexibilité de travailler où est-ce que je veux, quand que je veux, la flexibilité de progresser dans l'entreprise. On va vraiment aborder tous ces points-là ensemble. Cependant, c'est définitivement le mot de l'heure avec les jeunes sur le monde du travail. Donc, au niveau de la flexibilité d'horaire, commençons par celui qui semble le plus évident, c'est ce qu'ils recherchent.
On leur a posé la question, qu'est-ce que vous recherchez dans un horaire de travail? Et regardez la statistique, 79% souhaiteraient autre chose qu'un horaire traditionnel de 9 heures à 5 heures s'ils avaient le choix. 79%, c'est très élevé comme résultat. Ça démontre véritablement une véritable tendance. Quand on décortique ce 79%-là, on arrive avec 24% qui aimeraient avoir un nombre d'heures à travailler par semaine. Donc, je sais que j'ai 35, 40 heures à faire dans ma semaine, mais je veux le répartir de la manière que je veux sur pas juste 5 jours, mais sur 7 jours. On inclut la fin de semaine là-dedans également. Donc, on a un nombre d'heures, mais on doit les compléter comme on veut au courant de la semaine. 21% aimeraient avoir des tâches à accomplir plutôt que des heures de travail. C'est intéressant, ça. Je ne sais pas comment ça se passerait au sein de l'entreprise pour le contrôler, mais c'est quand même intéressant que 21%, donc un jeune sur 5, aimerait avoir des tâches, des projets à terminer, à accomplir, peu importe le nombre d'heures que ça peut prendre. 19% aimeraient avoir un nombre d'heures par jour sans horaire précis. Ça revient un peu au parcours en zigzag qu'on vous montrait un petit peu plus tôt. Donc, le fait de pouvoir aller m'entraîner le matin, puis commencer le travail à 10 heures et non pas à 9 heures, finir à 4 heures parce que j'ai un 5 à 7, mais revenir en soirée travailler devant mon ordinateur. Donc, on voit également que c'est une tendance de fond. Et la majorité estime être en mesure de faire le travail, peu importe le nombre de jours travaillés. Donc, ils veulent vraiment avoir une banque d'heures ou, dans le cas du 21%, une banque de projets à accomplir et puis être en contrôle de leur horaire. Et voilà, c'est un peu cette diapositive-là est en lien aussi avec, par exemple, le désir de faire partie de petites entreprises, d'être travailleur autonome également. Pour les organisations, l'enjeu ici, c'est pas de répondre directement et pour l'essentiel à ces demandes-là, mais c'est comment s'adapter en fonction de ce qu'ils disent, de ce qu'ils expriment. Donc, véritablement, un désir de flexibilité à l'horaire. Absolument. Puis, si on regarde là, cette diapositive-là qui va compléter ce qu'on vient de dire, les incitatifs à mettre en place par les entreprises, selon eux, ben, devant tout, c'est la flexibilité, un horaire complètement flexible à 45%. Quand même assez devant d'autres incitatifs comme la possibilité d'accumuler des heures supplémentaires, des formations, travailler à l'endroit qu'on veut, rembourser nos déplacements vers notre lieu de travail. Donc, la flexibilité de l'horaire revient. On veut pouvoir être flexible. Puis évidemment, ben, ça s'appuie avec la tendance du télétravail. Là, quand on est chez soi, ben, on a accès à d'autres types d'activités qu'on veut inclure dans notre horaire. Donc, on a parlé de la flexibilité à l'horaire. Ce qui est essentiel également, c'est ce qu'expriment les jeunes dans notre étude cette année, c'est une flexibilité également à l'emplacement. On a vu la diapositive précédente, il y avait 27% qui identifiaient quand même que travailler à l'endroit qu'ils veulent était un incitatif essentiel. Donc, 27%, c'est assez élevé. Ça fait partie des incitatifs les plus importants. 22% quitteraient immédiatement leur emploi si un retour au bureau était obligatoire. Et ça, on parle à tous les jeunes. Donc, il y a des jeunes, par exemple, qui travaillent dans les endroits qui sont obligés de se rendre sur les lieux de travail. Il y a quand même un jeune sur 5 qui dit que si vous obligiez de revenir au bureau 5 jours par semaine, ils quitteraient directement leur emploi. Donc, ça montre un peu leur état d'esprit, leur désir d'avoir une certaine flexibilité à l'emplacement au travail si cela était possible. Et ce qu'on remarque également, ce qui est assez intéressant, c'est significativement plus élevé chez les 30 ans et plus. Ça peut paraître surprenant, mais chez les trentenaires, chez les milléniaux trentenaires, chez les milléniaux un peu plus vieux, il y a véritablement un désir d'avoir une certaine flexibilité, une stabilité à l'emploi parce qu'ils veulent une meilleure conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Quand on a 30 ans, on a parfois des enfants, on désire gagner du temps et les jeunes Z et les jeunes milléniaux, ce qu'ils voient avec l'emplacement, avec la flexibilité, c'est une possibilité de gagner du temps dans leur horaire. Les meilleures habitudes de vie permettent un horaire plus flexible, plus efficace. C'est véritablement les raisons pourquoi ils veulent avoir une flexibilité dans l'emplacement de travail. On a également posé la question, et c'est le troisième et le dernier volet de la flexibilité sur la progression. On a posé la question, est-ce que votre entreprise est suffisamment, oui ou non? Et quand on regarde on avait une liste d'énoncés qui était beaucoup plus longue que ça, mais quand on regarde les principaux énoncés qui disent que mon entreprise, en ce moment dans lequel je le travaille, elle est insuffisante sur ces questions-là, la première chose qui sort, c'est pas assez agile, des hiérarchies qui sont trop lourdes. Donc, il y a 40% qui trouvent que dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent, les hiérarchies sont trop lourdes, l'entreprise n'est pas assez agile. Donc, ça montre véritablement ce désir-là chez les jeunes d'avoir une certaine flexibilité dans la progression, d'avoir une possibilité de toucher à différents projets, de ne pas être simplement cadré dans un poste de travail, par exemple. On va revenir plus tard, le 35%, passe à l'écoute, on va y revenir plus tard.
Autre question qui montre ce désir-là d'avoir une flexibilité en termes de progression, qui est une progression qui n'est pas nécessairement verticale, mais qui est surtout horizontale. Quand on pose la question, selon vous, à quelle fréquence croyez-vous que l'entreprise devrait offrir? On voit les différents énoncés, augmentation de salaire, des nouveaux défis. Je vous amène au deuxième point. Le nouveau défi, il y a 52% qui expriment qu'à chaque année, ils aimeraient avoir des nouveaux défis, des nouvelles responsabilités. Donc, ça exprime et ça incarne ce désir-là des jeunes d'avoir une certaine flexibilité en termes d'horizontalité au lieu de verticalité. Donc, si vous avez la possibilité comme organisation pour maintenir et attirer des jeunes employés, de leur donner des nouveaux défis, des nouveaux projets à accomplir durant l'année, qui n'est pas nécessairement une promotion, parce que quand on regarde le quatrième énoncé, la promotion, c'est seulement 27% qui disent qu'à chaque année, ils aimeraient avoir une promotion. Donc, pour eux, des nouveaux défis, des nouvelles responsabilités, c'est pas nécessairement synonyme de promotion. Ils veulent véritablement avoir des nouveaux projets à porter chaque année, très, très souvent. Et quand on met à chaque année, mais quand on rajoute à chaque 2 ans, on augmente à 74% des jeunes Z et des jeunes milléniaux qui disent qu'ils aimeraient avoir des nouveaux défis, de nouvelles responsabilités. Donc, on voit véritablement que la flexibilité à l'horaire, la flexibilité aux emplacements, l'endroit où on travaille et la flexibilité dans la progression de l'entreprise, c'est véritablement les 3 piliers que recherchent et c'est sur ces 3 piliers-là que la génération Z et la génération des milléniaux se différencient de ces générations précédentes. Puis c'est une bonne arme également, ce que Philippe vient de dire, le fait de pouvoir les déplacer à l'horizontale contre les compétiteurs indirects. Quand vous disiez, ben vous battez pas simplement contre votre compétiteur direct en ce moment pour attirer les jeunes dans votre entreprise, mais également contre des compétiteurs indirects qui ont des champs d'intérêt complètement différents, des expertises complètement différentes aux vôtres. Mais les jeunes manifestent visiblement leur intérêt à essayer d'autres choses, à pouvoir se diversifier. C'est là où est-ce qu'on parle de changement horizontal et non pas vertical, ce qui est vraiment intéressant, qui est plutôt nouveau et apporté par ces jeunes-là, justement, de pouvoir c'est pas une promotion, mais de pouvoir évoluer horizontalement dans l'entreprise également. Le prochain concept qu'on veut vous présenter, c'est le fait que ces jeunes-là, les milléniaux, la génération Z, ils ont une fibre qui est entrepreneuriale. Ils vont pas tous devenir des entrepreneurs. Ils sont bien trop stressés pour ça. Ils voudraient pas avoir le poids de l'entreprise sur leurs épaules. Cependant, ils ont une fibre entrepreneuriale qui va se vivre donc à l'intérieur de vos entreprises aussi. Et ça, on appelle ça l'intrapreneuriat, donc avoir une fibre entrepreneur à l'intérieur même d'une entreprise. Si on regarde le tableau juste devant vous qui est tiré de l'indice entrepreneurial québécois, justement, c'est une étude qu'on fait également avec un de nos clients. Au niveau des 18 à 34 ans, en 2020, 34,6% des jeunes avaient l'intention de créer ou de reprendre une entreprise. Donc, ils vont pas tous le faire. Cependant, l'intention est là quand même. C'est très élevé, c'est plus qu'un jeune sur 3. Et puis, si vous regardez entre 2019 et 2020, eh bien, c'est une tendance qui est à la hausse, là, effectivement, pour les jeunes. Donc, encore une fois, on revient à la flexibilité. Être entrepreneur, ça veut dire que je suis en contrôle de mon horaire, en contrôle de mon projet. On revient donc à tout ce qui est la flexibilité d'horaire, la flexibilité de progression. Ce que ça veut dire pour vous en tant qu'entreprise, c'est que vous devez leur donner la chance d'être en contrôle, justement, de se sentir en contrôle de leur horaire, de se sentir en contrôle de leur projet. Cette diapositive-là, on la présente à chaque année. Je ne vais pas retourner dessus parce qu'on l'a déjà présenté dans le webinaire sur la citoyenneté. En gros, les jeunes sont quand même anxieux, ils sont stressés. Cependant, on veut faire le pont avec certains énoncés qu'on vous a présentés un petit peu plus tôt dans la présentation. Quand on disait que 35% des jeunes disaient que les entreprises ne sont pas assez à l'écoute, mais c'est relié exactement à leur niveau d'anxiété. Le but pour vous en tant qu'entreprise, c'est de faire de votre entreprise un lieu qui est simple, qui est pas plus stressant pour ces jeunes-là qui sont déjà stressés. Je répète quelques statistiques qu'on a dit un petit peu plus haut pour pouvoir vraiment les relier au niveau d'anxiété. 31% trouvaient que les entreprises n'en font pas assez pour l'équilibre de vie, le droit à la déconnexion. 29% trouvaient que les entreprises ne sont pas assez sensibles aux problèmes de santé mentale et 36% cherchent un milieu de travail sain. Donc, l'entreprise ne doit pas se positionner comme un stresseur de plus face aux jeunes, mais bel et bien comme un milieu de travail qui est sain, qui peut les élever et qui va même peut-être diminuer leur niveau de stress qu'ils vivent dans leur vie personnelle.
Le dernier volet de la présentation, ça incarne, puis ça s'est exprimé, ça transparaissait durant notre enquête, notre sondage. Les jeunes, ils veulent avoir foi à l'entreprise. Ils veulent incarner leurs valeurs, leurs préoccupations dans leur travail de tous les jours. On vous disait durant la présentation sur la consommation que les jeunes voulaient adhérer à un produit quand ils l'achètent, comme clients et comme citoyens également, mais ils veulent également adhérer à la mission de l'entreprise. Il y a une perte de confiance assez forte envers le marché du travail qui est exprimée et il y a un désir de changer le monde à petite échelle. C'est pour ça que, par exemple, la popularité des petites entreprises va être aussi élevée. Quand on regarde véritablement comment ils se définissent socialement, on voit qu'il y a un changement, il y a une différence générationnelle ici. Les jeunes Z et les jeunes milléniaux se définissent beaucoup moins par les choses matérielles, telles que la voiture, les maisons, mais beaucoup plus par leur travail, parce qu'ils incarnent leurs principes dans leur vie de tous les jours. Et nous, cette diapositive-là nous fait très rire. Elle provient de l'étude jeunesse l'année dernière, mais elle m'apparaît essentielle de vous la montrer. Elle est surtout chez nos cadres, elle fait beaucoup rire parce que quand on demandait la question, l'objectif d'une entreprise, ça devrait être quoi? On s'entendait que la première chose, ce soit de générer des profits. Eh bien, les jeunes disent que c'est la troisième chose en importance qu'une entreprise devrait faire en termes d'objectifs, générer des profits. La première chose devrait améliorer la qualité de vie de ses employés. Et donc, c'est sûr que ça fait un lien avec cette anxiété-là que la plupart des jeunes travailleurs ressentent, particulièrement chez les femmes. Donc, véritablement, on voit que la mission de l'entreprise, c'est pas seulement créer de la richesse, créer de l'argent, mais c'est créer un environnement qui est sain, à l'écoute de ses employés, qui permet un peu de changer la société à petite échelle. Donc, on conclut avec nos 3 conseils stratégiques. La première chose que vous devez comprendre, c'est que les jeunes sont en demande et ils connaissent leurs valeurs sur le marché actuellement. Ils sont indépendants des entreprises. Ils ont l'impression que si, par exemple, un emploi ne leur convient pas, ils vont aller ailleurs parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont trouver un meilleur emploi ailleurs assez rapidement. Donc, si vous n'êtes pas proactif, si vous êtes en arrière de la parade, rapidement, le jeune va se détourner de vous. Il va aller vers la compétition. Bon, la deuxième chose, on l'a répété, mais c'est véritablement au centre de leurs préoccupations, c'est au centre de notre enquête, au centre de notre étude, la flexibilité, c'est au centre. S'il n'y a pas de flexibilité au travail, à l'horaire, dans la progression dans une entreprise, si les hiérarchies sont lourdes, sont très verticales, s'il n'y a pas de possibilité d'avoir des nouveaux projets assez souvent, s'il n'y a pas de flexibilité sur les heures de travail, sur les heures supplémentaires, rapidement, le jeune travailleur Z et milléniaux va aller voir ailleurs et va espérer trouver un emploi qui lui permette d'avoir une certaine flexibilité pour avoir véritablement un meilleur équilibre de vie, pour avoir une meilleure conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. C'était assez hallucinant à quel point que chacune des questions, dès qu'il y avait le mot flexibilité, dès qu'il y avait le moyen d'avoir une flexibilité à l'horaire au travail, c'était la première chose qui sortait de notre étude. C'est essentiel à comprendre pour les organisations qui sont devant nous aujourd'hui. Et en conclusion, ce qu'on remarque, c'est que les jeunes souhaitent des entreprises qui sont libérées des contraintes. C'est véritablement le mot d'ordre de notre étude sur le travail. Ils souhaitent des entreprises qui ne soient pas trop lourdes, ils souhaitent véritablement des entreprises qui soient libérées. Merci beaucoup, Philippe. Beaucoup d'informations, beaucoup de statistiques aussi aujourd'hui. Tout ça va être résumé, en fait, dans un rapport qui va vous être envoyé cet après-midi par courriel. C'est un peu notre cadeau de Noël chez Léger. On vous offre ce rapport-là gratuitement pour renforcer vos stratégies auprès des jeunes, que ce soit parce que vous voulez vous adresser à eux en tant que consommateur ou en tant qu'employé ou en tant que citoyen. Vous allez vraiment retrouver plein d'informations à l'intérieur de ce rapport-là sur les aides, sur les milléniaux. Et j'ajoute même qu'on a quelques pages dans ce rapport-là, Philippe, sur les Américains. Donc, on a même sondé dans notre panel aux États-Unis pour pouvoir avoir une comparaison canadienne et américaine. Partagez-le au sein de votre organisation, utilisez-le pour pouvoir appuyer vos décisions. C'est vraiment une Bible, c'est un rapport qui est plein de ressources et qu'on est vraiment heureux de pouvoir vous offrir gracieusement. Vous allez le retrouver également sur notre site web à partir de demain. On a fait ça quand même rapidement. On s'est laissé assez de temps pour des questions. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, je vous répète que sur la droite de votre écran, vous avez un petit encadré qui s'appelle « Questions ». Vous pouvez les déposer.
Philippe et moi allons les prendre dans les prochaines minutes. Également, simplement vous mentionner que cette présentation-là peut être faite également à travers de vos entreprises. On pense aujourd'hui au milieu du travail, on pourrait très bien la présenter à votre département de ressources humaines. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Si vous êtes intéressé, vous pouvez évidemment nous écrire. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous de ce projet-là. Donc, Philippe, je pense qu'on peut commencer à prendre des questions. Je vois qu'il y en a déjà plusieurs. On peut aller, 31% parlent de la possibilité d'accumuler des heures. C'est une question de Madame La Liberté, des banques de temps. Vous n'en avez pas parlé beaucoup. Est-ce que cela pourrait devenir une nouvelle tendance? C'est sûr que, dans ce désir-là, on y fait référence, on a l'impression de se répéter, mais dans ce désir-là de flexibilité au travail, à l'horaire, c'est sûr que c'est une tendance. Moi, je crois que inévitablement, on s'en va de plus en plus vers ça parce qu'il y a une nouvelle cohorte de travailleurs, les Z et les milléniaux, qui arrivent sur le marché du travail avec ce désir-là. Moi, pour moi, l'enjeu, c'est pas de répondre parfaitement et de manière, dans sa globalité à ce désir-là, par exemple, d'avoir une banque de temps, par exemple. L'enjeu pour les organisations, c'est comment prendre en compte ce désir-là de flexibilité, par exemple, de banque de temps, et d'en faire le plus possible pour l'organisation, parce que c'est sûr que ça crée des challenges, mais ça crée des défis pour les organisations, essayer le plus possible d'avoir une organisation cohérente qui permet d'avoir véritablement une masse de travailleurs qui tout en même temps, mais avec ce désir-là de flexibilité qui est exprimé par les jeunes travailleurs. On demande, Philippe, si on a le niveau de scolarité des jeunes interrogés. Je ne suis pas certaine que c'est dans nos paramètres. Oui, c'est dans nos paramètres. Et c'est assez intéressant cette question-là parce que à chaque année, nous, l'étude jeunesse, on se questionne à savoir comment on va trouver des différences à l'intérieur des générations. Donc, par exemple, est-ce que quelqu'un qui fait un métier avec une formation professionnelle ou qui occupe des métiers techniques, comme pour prendre la question, est-ce qu'il va véritablement avoir des différences fondamentales avec le travailleur dans une industrie? C'est sûr qu'il va exister certaines différences. Une génération, c'est un groupe social, il y a des différences. On peut pas dire les jeunes, il y a des jeunes qui ont des différentes réalité, mais ce qu'on remarque, et c'est assez fondamental, c'est qu'il n'y a pas véritablement de grandes différences significatives entre les différents corps de métier sur le désir. Par exemple, c'est assez logique, des emplois qui demandent d'être présents, d'être présents sur un lieu de travail, sur l'horaire, par exemple, pas sur l'horaire, plutôt sur l'emplacement à laquelle travailler. Bien sûr, ces gens-là vont répondre, c'est un peu moins important parce que de toute façon, il y a besoin de se rendre sur les lieux de travail. Donc, c'est ce genre de différence-là qu'on va voir, mais véritablement sur les désirs globaux, il n'y a pas véritablement de différence fondamentale entre les différents corps de métier et c'est assez surprenant. Et ça revient aussi à notre première présentation qu'on a faite sur la citoyenneté. Nous, en sondage, on remarque beaucoup que le facteur le plus important pour définir le comportement d'un individu, c'est pas nécessairement son revenu, c'est pas son corps de métier, c'est pas nécessairement sa situation familiale, ça va être son âge. C'est véritablement l'appartenance à une génération qui va définir de plus en plus son comportement et c'est un phénomène qui est assez nouveau. Il y a quelqu'un qui nous partage, là, pendant que tu lis d'autres questions, Philippe, je le partage avec tout le monde. Léonie Gamache qui nous dit une certaine entreprise a mis en place un horaire différent pour tous. Au lieu d'avoir un seul horaire, il y en a 45. Chaque employé a son propre horaire. C'est un beau défi pour les entreprises du secteur. C'est effectivement un casse-tête pour les entreprises. On vous dit pas que du jour au lendemain, vous devez devenir flexible puis que tout le monde peut travailler aux heures qu'ils veulent. Ça prend évidemment une certaine rigueur derrière tout ça parce que l'entreprise doit continuer de fonctionner. Mais le but, c'est de vous donner des pistes de solutions puis de vous montrer ce à quoi les jeunes tiennent en ce moment. Il faut quand même qu'on arrive à leur donner un peu de flexibilité ou il faut qu'ils se sentent du moins dans une entreprise flexible pour pouvoir y être bien. Peut-être une question sur le stress, Philippe, et l'anxiété. Quand on parle de cette génération stressée, en a-t-on identifié la cause principale? Est-ce l'incertitude au sujet du travail ou de la vie ou est-ce simplement une chose générationnelle? C'est une différence générationnelle qui est assez importante. Quand on regarde, par exemple, c'est sûr que la première chose qu'il faut dire, c'est que entre 20, 25 ans, 30 ans, c'est sûr que dans la vie en général, on est un peu plus stressé, que ce soit la génération du baby boom, la génération X. C'est sûr que dans cette tranche d'âge-là, on va être un petit peu plus stressé. C'est les premières fois, par exemple, qu'on sort de la maison familiale, c'est nos premiers emplois. C'est sûr qu'il y a ce facteur-là, mais quand on regarde la différence fondamentale, quand on regarde les différences structurelles, c'est-à-dire que si on regarde l'analyse
du stress par génération au même âge, on voit véritablement que les taux, les proportions sont beaucoup plus élevées chez la génération des milléniaux et la génération Z au même âge. On va voir certaines études qui vont montrer, par exemple, qu'entre 2010 et 2017, des étudiants, par exemple, du secondaire ou du cégep, la détresse a augmenté de 7 points de pourcentage entre 2010 et 2017, par exemple. Donc, ça montre véritablement que ce sont deux générations qui sont de plus en plus stressées, que le stress augmente d'année en année. Donc, c'est véritablement une différence générationnelle. La cause principale, c'est difficile de définir une cause principale, c'est multifactoriel. Ce que les jeunes nous disent, par exemple, moi, il y a deux facteurs qu'on identifie en sondage. D'abord, le manque de temps. Ils ont l'impression de courir après leur queue. Ils n'ont jamais l'impression de pouvoir faire tout ce qu'ils aimeraient faire. Puis la deuxième chose, bon, la plupart affirment qu'ils ont l'impression de mener une vie ennuyante. Ils ont l'impression de ne pas réussir dans la vie. Donc, ça revient un peu à cette anxiété de performance-là. Ça peut revenir. Il y a un lien qui est assez facile à faire avec la présence des médias sociaux dans leur vie, dans la comparaison. Donc, véritablement, les deux facteurs, nous, qu'on mesure en sondage, c'est l'impression de mener une vie ennuyante, l'impression de ne pas en faire assez dans ma vie, puis l'impression de manquer de temps. Donc, ce serait vraiment les deux blocs que nous, on identifierait le plus fort en termes de cause. Puis il y a aussi on en parlait dans le premier webinaire, mais il y a une peur de l'avenir, il y a une non-confiance en l'avenir. Donc, c'est quand même un climat dans lequel ils se trouvent où est-ce qu'ils ne voient pas comment est-ce que l'avenir peut s'améliorer pour eux, autant au niveau économique, financier qu'au niveau de leur vie personnelle qu'au niveau de la société. On parlait aussi dans le premier webinaire d'un haut pourcentage d'éco-anxiété qu'ils font. Donc, la société puis la situation dans laquelle ils se trouvent en ce moment est stressante aussi en plus. Ils n'ont pas confiance dans l'avenir. Exactement. Une bonne question quand même, Philippe, que je te poserais. Ces deux générations, une question de Elisabeth, ces deux générations ont-elles un niveau d'ambition professionnelle plus ou moins élevé versus les générations précédentes? Moi, dans nos sondages, dans nos enquêtes, on ne remarque pas véritablement qu'il y a des différences fondamentales en termes d'ambition. Les jeunes Z, les jeunes milléniaux vont avoir essentiellement les mêmes ambitions. Donc, il y a des jeunes qui vont vouloir, des jeunes Z, des jeunes milléniaux qui vont vouloir, qui ont de l'ambition, qui vont vouloir être gestionnaires. Il y a beaucoup, par exemple, dans un autre de nos sondages, il y avait un jeune sur deux qui disait vouloir devenir gestionnaire. C'est difficile de définir s'ils sont vraiment plus ambitieux au travail que la génération du baby boom et de la génération X. Ce que je peux dire, par contre, c'est qu'il y a beaucoup, quand on peut faire un lien avec la génération d'entrepreneurial, il y a beaucoup de jeunes qui souhaiteraient devenir gestionnaires et avoir leurs propres entreprises. Est-ce que ça en dit véritablement, est-ce que ça définit qu'ils sont plus ambitieux? On pourrait dire que oui, mais véritablement, l'ambition, je ne vois pas de différence générationnelle monumentale et significative à ce niveau-là. C'est plus qu'il y a un changement de paradigme par rapport à c'est quoi la place du travail dans la vie. Ils voient le travail comme maintenant une place où est-ce que ils ont le choix. D'abord, ils ont le choix de leurs employeurs, ils ont le choix de leur horaire, mais également qu'ils veulent être heureux au travail. Le travail, c'est pas supposé être un endroit qui est stressant pour eux. Donc, c'est un changement de paradigme total avec peut-être qu'est-ce que nos parents vivaient, par exemple, où est-ce que ben tu rentrais dans une case, puis tu rentrais dans une boîte, puis c'est là que tu restais, puis tu devais faire qu'est-ce qu'on disait de faire. Fait qu'il y a quand même un changement de balance et de paradigme à ce niveau-là, au niveau de la perception du monde du travail dans notre vie. Qu'est-ce qu'on lui accorde comme importance, le travail dans notre vie? Avez-vous une question de Mario Racine? Avez-vous l'impression que les petites régions du Québec et à travers le Canada, les résultats sont oui, est-ce que les résultats sont les mêmes dans toutes les métropoles et dans toutes les provinces? Bon, si on compare Québec-Canada, les résultats sont essentiellement les mêmes. Il n'y a pas véritablement de différence monumentale entre les jeunes Québécois et les jeunes Canadiens. On pourrait même extrapoler avec les jeunes Américains. On voit que, oui, il peut y avoir certaines différences qui sont culturelles, mais pour l'essentiel, le désir des jeunes Québécois, des jeunes Canadiens, puis des jeunes Américains vont être essentiellement la même. C'est pour ça qu'on dit que l'âge, que ce soit partout en Occident, l'âge devient le facteur le plus précis pour définir un comportement. Nous, on dit souvent qu'un jeune Z de 25 ans va avoir plus en commun avec un jeune Italien Z de 25 ans ou un jeune Français Z ou un jeune Américain Z de 25 ans que ses parents, par exemple. C'est ce qu'on va remarquer en sondage. Ce que je dirais par contre d'une subtilité que la question soulève, oui, l'âge devient le facteur le plus significatif, mais c'est également vrai sur la région dans laquelle on habite. Urbain, rural, va définir certains comportements qui peuvent
être différent. Bon, c'est sûr que ça a un lien avec le type d'emploi occupé en ville et le type d'emploi occupé en région qui va être un peu plus différent. Mais pour l'essentiel, les comportements restent essentiellement le désir, les désirs des jeunes au travail restent essentiellement les mêmes. Il n'y a pas véritablement de différence significative entre les deux. Une autre question de Mario Racine. J'ai peur qu'avec la recherche du meilleur salaire, les petites entreprises québécoises vont avoir de la misère à suivre la tendance. Les entreprises vont être moins compétitives à comparer les grosses entreprises internationales. Vous en pensez quoi? Bien, comme on disait, le salaire, un bon salaire ainsi que des avantages sociaux, ça reste au top de la pyramide. Cependant, il ne faut pas négliger les 3 points qui venaient précédemment là, au niveau de la flexibilité, justement. Philippe, peut-être qu'on peut retourner à cette diapositive-là qui montrait le salaire en premier, les avantages sociaux par la suite. Et c'est là où est-ce que les petites entreprises vont pouvoir se distinguer notamment. Oui, juste celle-ci. Donc, un horaire flexible, un horaire que vous pouvez décider, un environnement de travail sain et à l'écoute, une bonne conciliation entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Donc, c'est certain qu'une petite entreprise qui a peut-être un petit peu moins de moyens financiers, effectivement, va pouvoir quand même attirer ces jeunes-là avec des arguments autres, notamment ceux qu'on vous montre en ce moment-là. C'est là où est-ce qu'ils vont pouvoir se distinguer, absolument, parce que le bon salaire n'est pas tout. Pour les jeunes, comme on peut le voir, ça n'excuse pas tout. Un bon salaire avec un milieu de travail qui n'est pas sain puis qui est stressant, ça vaut peut-être pas la peine, effectivement. C'est monumental. Le jeune Z, les jeunes milléniaux, un peu un millénial, comme un peu là, comme les autres générations, c'est une balance. Donc, s'il y a des choses qui peuvent être plus positives, par exemple, dans des grandes entreprises internationales qui peuvent permettre de donner des meilleurs salaires, des meilleures conditions d'emploi, ben si, par exemple, au niveau de la flexibilité va être un peu moins là, bon, le jeune va mettre ça dans la balance. Nous, ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est essentiellement sur quoi les organisations peuvent jouer pour attirer et maintenir les jeunes travailleurs, sur quoi ils se différencient, c'est véritablement sur la flexibilité au travail, sur les 3 facettes. On le répète, l'horaire, l'emplacement et la progression des entreprises qui sont beaucoup moins verticales, mais beaucoup plus horizontales. Donc, c'est véritablement sur ces enjeux-là qu'on peut attirer et maintenir les jeunes travailleurs. Mm-hmm. Puis, tu sais, la raison pourquoi est-ce que Philippe et moi vous présentons ces résultats-là aussi, là, c'est parce qu'on fait partie de ces générations-là. On peut totalement s'associer aux résultats. C'est des discussions qu'on a carrément là, dans nos cercles d'amis respectifs. Là. C'est pas étranger pour nous d'avoir des conversations sur oui, OK, peut-être que j'ai un bon salaire, mais je m'entends pas bien avec mon gestionnaire ou mon milieu de travail est stressant ou je sens que je me fais pas respecter, donc je vais voir ailleurs. C'est vraiment une réalité qui est très frontale, mais qui est présente. On vous présente des résultats qu'on vit nous-mêmes dans notre vie. C'est pas simplement des résultats de sondage, on veut vraiment vous les faire vivre. C'est des préoccupations actuelles des jeunes générations. Là. On a passé quand même beaucoup de questions. Je vais essayer d'en trouver une autre. J'en ai plusieurs qui arrivent, donc je vais juste prendre le temps de les lire. Je pense qu'on a passé pas mal beaucoup de questions, Philippe, parce qu'il y en a d'autres auxquelles tu voulais répondre. Peut-être le 1,8 million de postes à pourvoir au départ. On nous posait la question, est-ce que c'est pour le Canada ou au niveau mondial? Non, c'est pour le Québec. Donc, c'est les différentes projections qui sont faites pour l'emploi au Québec. Voilà. Une prédiction à faire sur l'importance d'avoir un rôle dédié à l'expérience employée à l'interne dans les entreprises à l'avenir, en opposition aux ressources humaines traditionnelles de dotation. On en voit de plus en plus en des postes d'expérience employée, gestionnaire, culture et talent. Donc, on s'éloigne effectivement des traditionnels départements de ressources humaines et même que ces départements de ressources humaines-là deviennent de plus en plus centraux, de plus en plus importants. On parlait de la culture et du talent. Ça vient rejoindre justement le besoin de progression de ces jeunes-là, de se faire accompagner, mais également d'avoir des gens qui sont à l'écoute, qui sont là pour eux et qui font pas juste gérer leur date de naissance, à quel moment sont rentrés dans l'entreprise, c'est quand leur fête, puis c'est tout. Donc oui, véritablement, c'est un type de poste qu'on voit émerger de plus en plus. Je vous partage une petite anecdote, là, mais je voyais même hier sur LinkedIn quelqu'un qui proposait de renommer le département des ressources humaines
par simplement l'expérience humaine, par exemple, parce que les gens ne sont plus des ressources, mais sont bel et bien des humains. Fait qu'on s'en va bon, est-ce que c'est la bonne réponse? Je sais pas, mais c'est pour vous donner un petit peu un aperçu du milieu en ce moment. On s'en va définitivement dans une culture de l'humain, une culture du talent, de le respect de chaque être humain. Les gens ne veulent plus être considérés comme des numéros. C'est une tendance de fond qu'on voit avec les jeunes. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci à tout le monde Oui. d'avoir été là durant les trois présentations. On va avancer à la dernière diapositive. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était un plaisir. Nous, c'est un plaisir pour Léger, pour les différents responsables de l'étude jeunesse, de vous présenter ces différents résultats-là d'année en année. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'une présentation soit faite dans votre organisation. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous pendant ces trois webinaires-là. Puis on espère que cette étude-là qu'on va vous envoyer cet après-midi vous permettront d'améliorer ou de perfectionner, ce serait un peu plus précis, vos relations avec vos jeunes employés. Et voilà, merci beaucoup. Merci. On espère qu'on va se revoir l'année prochaine pour la 5e édition de l'étude jeunesse. Joyeux temps des fêtes à tous. Vous allez recevoir par courriel le rapport gratuit cet après-midi de l'étude jeunesse, également les 3 enregistrements des webinaires de cette série. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Philippe. Et merci tout le monde d'avoir participé à cette conférence. Bonne journée.